On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 1er décembre, Washington accuse Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken affirme avoir des preuves. Les pays de l'OTAN serrent les rangs autour de Kiev. Les pêcheurs français obtiennent partiellement satisfaction. L'île anglo-normande de Guernesey leur accorde 40 licences de pêche. Des licences que la France réclame aussi à Jersey et à la Grande-Bretagne d'ici au 10 décembre sous peine de mesures de rétorsion. Le droit à l'avortement menacé comme jamais aux États-Unis, la Cour suprême se penche à partir d'aujourd'hui sur une initiative du Mississippi. Des juges constitutionnels dont 3 ont été nommés par Donald Trump. Il est 21h30 à Paris, bienvenue dans Paris Direct. Le ton monte à nouveau entre la Russie et les Occidentaux. Cette fois, les États-Unis accusent les Russes de créer les conditions qui leur permettraient, s'ils le souhaitent, d'envahir l'Ukraine. C'est le secrétaire d'État américain Antony Blinken qui l'a dit devant ses alliés de l'OTAN. Écoutez la réaction du secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Nous devons rester vigilants et éviter une escalade. Les ministres ont été clairs. Une nouvelle agression de la Russie lui coûterait cher et aurait des conséquences politiques et économiques graves pour la Russie. Le ton monte à nouveau entre la Russie et les Occidentaux, vous venez de l'entendre. À la suite de ces déclarations, eh bien, du côté de Moscou, on balaye ces accusations américaines. Pour les Russes, il s'agit d'ingérence de la part des Occidentaux. Théa Bazdarevitch. Aux portes de l'Ukraine, ils multiplient les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir, une invasion de l'Ukraine. Un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse et accuse à son tour l'Ukraine de renforcer ses capacités militaires à la frontière. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit, lui, prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Guernesey donne satisfaction à la France. L'île anglo-normande accorde 43 licences de pêche à des navires français. Ils pourront poursuivre leur activité dans ces eaux au-delà du 1er février. On fait le point à Bruxelles avec Pierre Benazet. 4. La plupart des pêcheurs le mois de janvier à terre, sous la pression autorités françaises et européennes. Une première victoire, effectivement, qui est saluée d'ailleurs par la Commission européenne, qui estime avoir fait beaucoup pour soutenir les pêcheurs français durant ces derniers mois. La Commission européenne qui souligne que ça a été une négociation longue et difficile. Il y a eu au total 281 licences accordées pour l'instant, des licences permanentes, soulignons-le. Au total, c'est à peu près 1000 licences. Les eaux territoriales du bailliage de Guernesey représentent une négociation plus facile que celle avec Jersey et avec le gouvernement britannique, puisque ces licences-là, il y en a encore à peu près plus d'une centaine, jusqu'à 111 peut-être, qui doivent encore être négociés. Vous savez que l'accord de coopération qui a été signé post-Brexit avec le Royaume-Uni sur la pêche dans la Manche prévoyait que les pêcheurs français et européens d'ailleurs puissent accéder aux eaux territoriales britanniques à partir du moment où ils avaient pêché au moins 10 jours entre 2017 et 2020. Ça concerne non seulement les eaux territoriales britanniques, mais aussi celles
hors du Royaume-Uni, du bailliage de Guernesey, c'est donc Guernesey et les îles de Sercq et Aurigny par exemple, et les eaux du bailliage de Jersey. Ces deux bailliages ne font pas partie du Royaume-Uni, ils ne faisaient donc pas partie de l'Union européenne. C'est une négociation qui reste à mener avec Jersey, qui reste à mener avec Londres. Et selon la Commission européenne, ça a été très dur jusqu'ici. Ça risque pas d'être beaucoup plus facile à partir de maintenant. Les États américains vont-ils pouvoir demain empêcher les femmes qui le souhaitent d'avorter? C'est tout l'enjeu de l'examen qui débute devant la Cour suprême. Saisie par l'État du Mississippi, elle pourrait revenir sur le fameux arrêt Roe versus Wade. Ces dernières années, une douzaine d'États au moins ont tenté de remettre en cause ce droit à l'IVG acquis en 1973. Éléonore Vanel. Des centaines de militants face à face devant la Cour suprême des États-Unis. Certains défendent le droit à l'avortement, d'autres s'y opposent, alors que la plus haute juridiction du pays examine une loi du Mississippi réduisant l'accès à l'IVG. Je n'ai jamais eu recours à l'avortement, mais il est possible que j'en ai besoin un jour. Il s'agit simplement de justice. Je pense que l'avortement, c'est quelque chose de barbare. C'est atroce de penser que l'avortement donne du pouvoir. Je pense que c'est le contraire. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est garanti depuis 1973 et l'arrêt emblématique de la Cour suprême, Roe versus Wade. Une décision qui interdit également aux États de priver les femmes du droit à l'IVG. En 1992, il est précisé que le fœtus ne doit pas être viable, soit jusqu'à environ 22 semaines de grossesse. Mais revirement en juillet dernier, l'État très conservateur du Mississippi demande l'abrogation du droit à l'avortement à partir de la 15e semaine, même en cas de viol ou d'inceste. Une requête que la Cour suprême a accepté d'examiner. Les plaidoiries se sont déroulées ce mercredi pour les deux parties. D'un côté, l'État du Mississippi, de l'autre, une clinique pro-avortement qui avait contesté la loi. La Constitution nous donne ce droit. Il faut rendre aux États le droit de décider de leur propre politique d'avortement pour que nous décidions, nous, les citoyens. Une fois encore, nous sommes complètement préparés à cela. Nous avons essayé d'insister sur l'importance de ce droit pour permettre aux femmes de poursuivre leur profession, pour leur santé, pour leur vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait catastrophique que la Cour retire ce droit. Jusqu'à maintenant, les tentatives des États de réduire le droit à l'avortement ont toujours été invalidées par la Cour suprême. Mais son équilibre politique a fortement basculé lors du mandat de Donald Trump. L'ancien président avait pu nommer 3 juges ultra-conservateurs, ne laissant que 3 magistrats progressistes sur un total de 9. La décision devrait être rendue d'ici 7 mois. Le monde espérait l'éradiquer en 2030, un objectif qui apparaît aujourd'hui difficile à tenir. Le sida tue toujours plus d'1 demi-million de personnes chaque année, malgré la généralisation des trithérapies, car avec la pandémie de coronavirus, les dépistages ont diminué partout dans le monde. Pourtant, certains pays comme l'Iran ont réussi à juguler la propagation du VIH, notamment grâce à la gratuité des traitements et des tests. La République islamique a également fait passer une loi pour combattre la discrimination envers les personnes séropositives dans l'éducation nationale et au travail. Reportage à Téhéran d'Ali Al-Bacha, récit d'Etanaji et Charles Pellegrin. Jawad est séropositif depuis quelques années. Il s'est donné pour mission d'alerter le public sur les dangers du VIH dans un programme télévisé. Une loi interdisant le licenciement des malades du sida le protège, mais son acte courageux s'est soldé par le rejet et l'exclusion. Je voulais simplement sensibiliser ma famille et mes voisins sur les risques du virus. Après cela, mon barbier ne voulait plus me recevoir et les voisins ont changé d'attitude à mon égard. La République islamique a recensé 59 000 personnes atteintes du VIH en 2020. Près de 20 000 d'entre elles ont succombé à des maladies liées au sida. Les tests et les traitements sont accessibles gratuitement, mais nombreux sont ceux qui refusent d'y avoir recours, comme nous l'explique cet activiste. De nombreuses personnes ont peur de venir dans le centre. Les gens redoutent le regard des autres. Des bus comme celui-ci ont longtemps parcouru les routes du pays pour faire de la prévention et proposer des examens aux Iraniens qui le souhaitent. Un programme abandonné l'an dernier sans raison officielle, alors qu'une nouvelle loi empêche la distribution gratuite de préservatifs, un recul inquiétant dans le combat contre le VIH. Certains ne comprennent pas qu'en remettant en cause l'existence même du VIH, ils participent à sa propagation dans le pays. Ils imposent des lignes rouges et refusent de parler de la maladie en public. Mais ils ne font que condamner les campagnes de prévention à l'échec. Pourtant, des estimations
révèle que 20 000 personnes non recensées seraient porteuses du virus. Quant aux femmes séropositives, elles représentent aujourd'hui le tiers des personnes atteintes du VIH en Iran.